Bonjour à tous, bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on va parler du bien-être des perroquets, des difficultés aussi liées à la captivité et la triste réalité des abandons. C'est notre responsable, en fait, c'est le responsable du DAC Initiative Perroquet Épanoui, Maxime Riverain, qui vient nous en parler. Salut! Hey, salut vous deux! Allô! Ça va? Ben oui, ça va super bien. Vous deux, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Hey, merci beaucoup de me recevoir, c'est super apprécié. C'est vraiment un très grand plaisir, j'avais hâte. Oui, et moi aussi. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer un petit peu ton cheminement, puis de où tu pars, puis jusqu'à maintenant? OK. Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, avec les perroquets, comment ça a commencé? Ça a commencé là environ 10 ans, puis je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai fait plein d'erreurs. Puis je pense que ça vaut la peine de les mettre de l'avant parce que c'est justement ça un peu le combat que je mène actuellement. Mais, tu sais, j'avais un ami qui avait un oiseau, qui avait un petit inséparable, puis ça avait l'air tellement cool, la relation qu'il avait avec. Donc, je me suis dit, moi aussi, je veux un perroquet. Puis j'étais plus jeune, j'ai pas fait de recherche, ou du moins, je suis allé chercher les informations que je voulais, qui allaient dans le sens que je voulais. Donc là, j'ai fait des recherches sur les sites de petites annonces. J'avais trouvé une éleveuse à Montréal qui vendait des êtres animaux. Puis là, je m'étais rendu chez elle. Puis l'histoire que j'aime raconter, c'est que à ce moment-là, j'avais des œillères parce que j'avais tellement envie d'avoir un perroquet que j'aurais été prêt à accepter n'importe quoi. Puis la dame, dans le fond, son appartement était tapissé de red flags. Ah oui? Sur tous les murs de son appartement, il y avait des red flags. En fait, la dame, elle faisait la reproduction de tous les êtres animaux possibles qu'on pouvait reproduire. Donc, elle avait des aquariums et des cages du plancher jusqu'au plafond empilés partout. C'était genre sa décoration d'une certaine façon. Puis, il y avait des petits mammifères, des rongeurs, il y avait des reptiles, il y avait des oiseaux, il y avait n'importe quoi. Déjà. Sauf que moi, je voulais un petit oiseau. L'oiseau était né une journée avant ma date de fête. Fait que moi, j'y voyais un signe. J'étais comme, je veux cet oiseau-là. Puis rapidement, je me suis rendu compte à quel point que j'étais pas préparé, puis à quel point que ça marchait pas, puis que, tu sais, j'avais lu qu'il fallait lui tailler les plumes de vol. J'avais lu que si je voulais avoir une relation exclusive, parce que, tu sais, on va le dire franchement, pour ma part, ça partait d'une envie égoïste. Je voulais un animal qui allait être à moi. Je voulais un être animal qui allait être ma possession. Puis c'est vraiment ça la chose qui est arrivée. Donc, j'avais lu qu'il fallait lui tailler les plumes de vol, qu'il fallait que je l'isole pour que je sois son seul contact, pour être sûr que c'est moi qu'elle aimait. Puis j'avais même lu que il fallait que je le domine. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de fausses croyances. Puis une de ces croyances-là, c'est que les perroquets sont des animaux dominants. Puis il faut les dominer, sinon ils vont nous dominer. Donc là, j'avais trouvé un site web où ce qui montrait comment manipuler l'oiseau pour que tu lui démontres que c'est toi le boss. Fait que j'ai tout fait ça. Mm-hmm. Puis un jour, je suis tombé sur les écrits de Joanne Vaillancourt, que vous avez déjà reçu à la dernière saison. Puis c'est là que je me suis rendu compte rapidement que j'avais fait beaucoup d'erreurs. Puis j'ai eu la chance de faire partie de sa première cohorte d'étudiants. Donc rapidement, j'ai passé de 1 perroquet à 14. Ce qui est quand même une grosse marge. En presque un an, là, tu sais. Puis c'est ça. Mais il faut savoir que tous mes autres perroquets, c'était des rescues. T'sais, on a commencé à m'offrir des perroquets, puis là, j'ai commencé à agrandir mon groupe social. Parce que j'avais lu que si mes perroquets voulaient être heureux, épanouis, ils devaient vivre dans un groupe social. Donc, j'ai sacrifié 2 pièces de ma maison à l'époque où je restais avec des colocataires. Puis ça, c'était rendu la pièce des perroquets. Puis c'était la plus cool. C'était un grand salarium vitré. C'était comme le genre de pièce que tout le monde voulait être, que tout le monde voulait avoir, mais c'était pour les oiseaux. Donc, il n'y avait plus de cage. Les oiseaux vivaient en liberté. J'en ai adopté à la SPCA. Fait que j'ai rapidement construit un petit groupe. Puis ça allait super bien. Fait que là, je me rendais compte avec la formation que j'ai reçue avec Joanne Vaillancourt que l'information, elle existait. Sauf qu'elle n'était pas nécessairement accessible. Puis, souvent, c'est les gens qui vont
Ça va provenir des animaleries, des éleveurs. Fait que, là, j'avais la chance d'avoir des informations qui provenaient d'une comportementaliste. Donc, rapidement, avec une de mes amies, à l'époque, on avait créé Perroquet de nature. On avait commencé à donner des formations dans plusieurs établissements scolaires au Québec aux étudiants en soins animaliers. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est correct. En soins animaliers. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, à faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Puis tout ça m'a amené tranquillement pas vite à aujourd'hui. J'ai eu la chance, dans le fond, en début d'année, de m'intégrer au DAC, qui est le Droit animalier Québec, qui est vraiment un bel organisme pour lequel j'ai beaucoup de respect. Puis, tu sais, j'avais toujours eu envie, il y a plusieurs années, quand j'avais envie de commencer à changer les choses par rapport au perroquet, je m'étais tout le temps dit qu'un jour, j'allais devoir comme collaborer avec le DAC. Donc, quand tout ça s'est présenté à moi, ben, tu sais, c'est sûr que j'étais vraiment heureux. Donc, avec le DAC, c'est sûr que avec l'initiative Perroquet épanoui, le but, c'est de tenter de faire avancer le droit, l'éthique des êtres animaux et des perroquets. Donc, je suis vraiment chanceux, puis j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place. Bien, c'est ça. Puisque tu en parles, peux-tu expliquer un petit peu, justement, l'initiative? Tu sais, de où ça part? C'est quoi le but ultime de ça? En fait, j'ai été un petit peu à l'envers. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'était l'idée de faire la campagne de sensibilisation sur laquelle j'ai travaillé dans la dernière année. Parce qu'en fait... ça a fait 10 ans récemment que j'étais dans le monde des perroquets, puis je me rendais compte quand je regardais l'état actuel des choses que même si on répète, puis on répète encore qu'il faut arrêter de tailler les plumes de vol, qu'il faut bien réfléchir avant l'adoption, bien, tous ces enjeux-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant changé. Puis quand je parle avec les autres intervenants du milieu aviaire, pas mal tout le monde arrive à la même conclusion que moi, que les choses semble empirer. Empire? Ah ouais? Il y a encore de plus la demande en perroquet, elle augmente. Puis c'est dur d'avoir des chiffres au Québec, mais quand on regarde d'un point de vue global, la demande en perroquet ne fait qu'augmenter. Avec les réseaux sociaux, avec TikTok, les gens voient des perroquets qui parlent, ils voient des perroquets qui jouent au basket, là, puis là, ils sont comme... Ouais. Puis c'est facile. C'est très facilement accessible. Dans n'importe quelle animalerie, tu peux adopter plein de petits perroquets. Puis, donc, tu sais... En regardant tout ça, là, je m'étais dit que je devais faire une campagne de sensibilisation parce que je pense que la première étape, si on veut faire changer les choses, mais c'est de s'assurer que les gens qui veulent adopter un perroquet vont le faire en considérant vraiment qu'est-ce que ça implique. Donc, c'est en voulant faire cette campagne de sensibilisation-là que j'ai commencé à rencontrer des potentiels partenaires comme des SPCA puis des organismes comme l'APCP. Puis c'est en parlant avec l'ancienne présidente de l'APCP que là, je me suis venu que la conclusion était évidente que je devais devenir une entité légale. Donc là, avec mon équipe, parce que j'avais une petite équipe qui travaillait avec moi, on avait commencé à faire des démarches pour devenir un OBNL. Mais c'était finalement avec les discussions que j'ai eues avec Maître Nicolas Morello, qui est le président du DAC, on a trouvé ça plus évident, puis on a trouvé que ça serait mieux pour les êtres animaux qu'au lieu qu'on fasse tout le travail tout seul, qu'on rejoigne le DAC, qui avait déjà une structure organisationnelle, un site web, toutes sortes d'avantages. Puis il nous aide beaucoup justement par rapport à notre travail, il nous amène du recul, puis beaucoup de crédibilité. Oui. Donc, l'initiative Perroquet épanoui est vraiment née d'une envie de sensibiliser et d'éduquer les gens. Mais d'avoir rejoint le DAC, c'était vraiment... je ne pouvais pas demander mieux. J'avoue que même encore aujourd'hui, des fois, quand je regarde tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a réussi à accomplir en si peu de temps, sans le DAC, ça aurait été, je crois, plus difficile parce que ça nous apporte une crédibilité. Quand on cogne à la porte des différents... des associations des médecins vétérinaires, des différentes SPCA, ils connaissent le DAC, ils connaissent le travail que le DAC a fait dans le passé, donc c'est beaucoup plus facile, oui. Oui, c'est ça, t'es plus... ils ont plus de facilité à faire confiance aussi, puisque t'es avec un aussi gros organisme. Ah oui, qui a fait ses preuves dans le passé, là. Puisqu'on est un peu dans le sujet, peux-tu nous expliquer les personnes qui veulent un perroquet, parce que je pense pas que le monde va arrêter d'adopter des perroquets. C'est quoi qu'il faut qu'ils sachent? Bien, c'est sûr que je pense que
c'est super important de se renseigner, premièrement. Puis, je pense que il faut jamais adopter un perroquet sur un coup de tête. Si vous êtes dans une animalerie, puis vous voyez un perroquet, achetez-le pas sur un coup de tête. Il faut prendre le temps de réfléchir. Puis, c'est pas juste une question personnelle. Toute la famille doit aussi être au courant. Puis parce que, on pense adopter un perroquet pour que ça devienne notre animal de compagnie, mais on ne sait jamais si le perroquet va décider que finalement c'est votre conjoint, c'est votre enfant, qui va choisir comme humain préféré. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre en famille. Mais c'est sûr qu'il faut réfléchir. Il y a tellement de choses à réfléchir par rapport. Il faut penser à tous les besoins d'un perroquet. Qu'est-ce que ça a besoin, un perroquet? Parce que oui, on est habitué de vivre avec des chats, on est habitué de vivre avec des chiens, mais un perroquet, c'est assez différent en termes d'impératifs biologiques. Comme par exemple, il faut savoir qu'un perroquet, c'est un animal grégaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un être animal qui vit normalement dans des sociétés assez complexes, qui regroupent parfois jusqu'à des centaines d'individus dans leur milieu naturel. Donc, c'est pas tous les perroquets, parce que certains perroquets, par rapport à leur socialisation ou par rapport à leur passé, vont pas nécessairement accepter un deuxième perroquet. Mais dans l'idéal, si vous avez pas de perroquet, ben vous devez partir avec l'idée que vous devriez en avoir au moins 2. Parce que grégaire, c'est pas... La famille ne compte pas humaine. Ben, l'affaire, c'est que si vous êtes 24 heures sur 24 à la maison, ça peut se négocier. Mais à partir du moment que vous avez un 40 heures de job, que vous vous absentez, le perroquet, il peut pas juste toujours vous attendre dans sa cage en attendant que vous arrivez. Puis là, le soir, vous arrivez, vous avez les devoirs des enfants, le souper, votre travail. Je veux dire, on a toujours des choses qui se rajoutent. Le perroquet, c'est pas juste un objet qui attend sur un coin de table que vous... Il y a des besoins, puis si vous occupez pas de lui, c'est lui qui va vous faire savoir qu'il a besoin de votre attention. Puis aussi, il y a les contraintes. Je sais pas si les gens réalisent, mais c'est hyper contraignant de vivre avec un perroquet par rapport au fait que ça demande beaucoup de temps. Puis le temps, c'est pas juste le temps avec le perroquet, mais c'est comme avant que vous accueilliez un perroquet, il faut aménager la maison, il faut la sécuriser, c'est beaucoup de temps. Nourrir un perroquet convenablement, ça demande beaucoup de temps. Si vous ne voulez pas dépenser une fortune en jouets, vous allez devoir les fabriquer vous-même, c'est encore du temps. Fait que vivre avec un perroquet, c'est beaucoup de temps. Puis moi, je peux vous le dire, là, ça fait 10 ans que je vis avec des perroquets. J'ai trouvé des trucs pour réduire le temps, mais c'est quand même des heures à chaque semaine que je ne peux pas compter. Après ça, c'est les contraintes d'argent. Évidemment, là, je parle pas de se procurer le perroquet, mais je parle vraiment de répondre à ses besoins. La nourriture, ça revient cher. Les jouets, si vous les fabriquez pas, ben c'est beaucoup de dépenses. Après ça, faire les ajustements dans la maison pour la sécuriser. Idéalement, si vous pouvez vous le permettre, un perroquet, c'est beaucoup mieux dans une pièce que dans une cage. Fait que là, si vous avez une pièce que vous pouvez dédier à votre perroquet, il faut l'aménager. Puis ça coûte cher, encore une fois. Fait que c'est beaucoup d'argent. Puis ça, c'est sans parler de si votre perroquet est malade. La facture, on le sait, ça peut augmenter assez rapidement. Donc, il faut toujours prévoir un coussin financier. Puis si vous avez l'habitude de voyager beaucoup, chose que moi, je ne fais pas beaucoup, ben ça devient plus complexe avec des perroquets parce que, premièrement, c'est pas n'importe qui. Vous pouvez pas confier votre oiseau à n'importe qui. La personne qui va s'occuper de votre oiseau durant votre absence doit avoir certaines connaissances. Puis ça veut pas dire que Coco va accepter la nouvelle personne qui va être sa gardienne, là. Donc, c'est des casse-têtes. Puis pour moi, c'est pas mal moins complexe de l'amener avec moi. Fait que si je peux l'amener avec moi, par exemple, dans le cas d'Artémise, elle voyage avec moi. Puis j'ai la chance d'avoir des amis qui sont capables de s'occuper de mes autres oiseaux, mais c'est toutes des choses qu'il faut considérer. Puis moi, une chose que je pensais acquis depuis longtemps, l'autre jour, il y a quelqu'un justement qui me voit avec mon perroquet, puis là on discute, puis là il me dit qu'il aimerait ça avoir un perroquet. Puis là on arrive au sujet du fait qu'elle a 38 ans. Puis là, sa face lui a changé. Il a fait... Quoi? Ça vit aussi longtemps? Il faut considérer votre oiseau pour comme... C'est très long, là. Puis il y a beaucoup de gens qui vont devoir, parce que, quand on adopte un perroquet comme un harak, qui peut revenir relativement cher, on le fait pas quand on est très jeune. Ça vient souvent quand on est dans la trentaine, quand on est dans la quarantaine, quand on a les moyens financiers. Donc là, on adopte des perroquets qui peuvent vivre potentiellement 60, 70 ans. Donc c'est sûr que ça va... Il faut prévoir quelqu'un après sur nous, un testament, là, tout à fait.
Donc, ça, c'est toutes les magnifiques contraintes auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer dans l'aventure. Est-ce que, justement... Le feriez-vous, vous deux? Non. j'ai pas le temps, puis j'ai pas assez de... Tu sais, mis à part tout le fait de la captivité de l'animal, j'ai pas... Premièrement, j'ai pas d'imagination pour faire des jouets. J'ai pas d'argent et j'ai pas de temps. Mais saviez-vous quoi? Moi, là, si c'était à recommencer, là, si genre je pouvais revenir 10 ans en arrière, je me relancerais pas dans cette aventure-là parce que c'est beaucoup trop hypothéquant, c'est beaucoup trop contraignant. Puis étant donné que je me suis lancé, puis pour moi, l'adoption, c'est un geste pour la vie, là. Ça, c'est vraiment une valeur sur laquelle je vais jamais faire de compromis. Mais c'est ça, je suis pogné avec ces magnifiques... La beauté. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse, justement, puis... La présenter? Oui! Ben oui. Donc, je vous présente Artémise. Artémise, c'est un haras avec lequel qui vit avec moi depuis le mois de janvier. En fait... Attends, janvier cette année? Ah, oui? Ouais. Il faut savoir que Artémise, elle a 38 ans. Donc, elle est plus âgée que moi. Puis Artémise, malheureusement, je suis sa 16e famille. Donc... 16, c'est beaucoup. Ouais, mais malheureusement, dans le monde des perroquets, ça, on peut en parler par la suite, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a des statistiques qui disent qu'un perroquet peut faire en moyenne entre 7 et 11 familles dans sa vie. Donc, Artémise est rendue à sa 16e famille. Puis c'est pas parce que ses anciennes famille ne l'aimait pas. Il faut savoir que parfois la vie va changer. Puis d'ailleurs, la dame qui la possédait avant moi, elle a eu 14 ans. Puis elle m'a contacté il y a 4 ans pour me dire écoute, j'aimerais ça trouver quelqu'un justement qui pourrait prendre Artémise s'il m'arrive quelque chose. Donc moi, je lui avais dit d'accord, vous le 4 ans, je pensais pas que ça arriverait si vite pour être franc. Elle m'a réécrit en juillet pour me dire que là, il y avait des situations dans sa vie qui avaient changé, puis qu'après c'était rendu impossible pour elle de répondre à tous ses besoins. Puis elle avait commencé à faire du piquage, puis il y avait toutes sortes de choses qui est arrivées. Donc moi, j'ai pris le temps, à partir de ce moment-là, de prendre le temps de préparer ma vie. On l'a fait tester. Fait que je me suis pas précipité, puis c'était clair que j'allais prendre le temps. Donc finalement, c'était en janvier qu'elle est arrivée à la maison. Puis ça a été assez rapide, là. Ça a pris 3 jours qu'elle puis moi, on a commencé à créer des liens. Puis une chose que je suis content, c'est que Artémise, c'est un perroquet qui a été prégné à l'homme, qui a été élevé à la main. Donc elle s'identifie d'une certaine façon à l'espèce humaine. Puis je sais que dans son ancienne famille, elle était très amoureuse du conjoint de la dame. Puis ça, c'était une des choses, entre autres, qui avait joué dans l'équation parce que le mari avait un changement d'horaire de travail qui faisait en sorte qu'il voyait que le contact avec Artémise était réduit. Donc, quand elle est arrivée à la maison, moi, je voulais pas nécessairement reproduire ce schéma-là avec elle. Puis, heureusement, elle m'a jamais choisi comme amoureux. On est des très bons amis. On fait plein d'activités. Elle va monter sur moi tout le temps. Puis, elle se sent en sécurité avec moi. Mais je suis pas son amoureux. Puis, souvent, quand elle est en contact avec d'autres hommes qui sont souvent plus grands que moi, elle leur fait la cour. Elle est trop beau. Elle va les voir. Puis là, elle leur fait des... Puis là, je suis content. Puis, je suis content parce qu'il y a des gens qui pourraient être comme pas apprécier le fait que leur être animal préfère d'autres. Mais en tout cas, moi, je suis content du fait que on est des meilleurs amis, elle puis moi, puis on a une très belle relation comme ça, puis j'espère que, en fait, elle va rester avec moi pour le reste de sa vie, mais j'espère qu'on en a encore pour de longues années. Oui. Tu as mentionné le fait du piquage. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi? C'est sûr que moi, je suis pas un médecin vétérinaire, fait que je peux vous donner certaines informations, mais c'est pas mon champ d'expertise d'une certaine façon. Mais il faut savoir que le piquage, en fait, c'est souvent multifactoriel. Le piquage, c'est souvent multifactoriel. Puis il peut avoir des causes médicales. Donc, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on a un oiseau qui commence à faire du piquage, c'est d'aller consulter un médecin vétérinaire. Ça, c'est sûr que c'est super important. Parce qu'il faut écarter toutes les causes qui pourraient être liées à des parasites, à des maladies ou à d'autres choses qui pourraient, dans le fond, à ce moment-là, le piquage devient le symptôme d'une maladie. Donc, c'est sûr que c'est super important de regarder à ce niveau-là. Par exemple, il y a aussi des causes hormonales. On observe beaucoup chez les femelles haras des problèmes de piquage qui pourraient être dus à des problèmes hormonaux.
Mais quand on parle de piquage, c'est d'arracher ses plumes. Oui. En fait, merci. Oui, le piquage, c'est vraiment tout comportement destructeur des plumes. Ça peut être le mâchouillage des plumes, le surlissage des plumes. Puis dans le cas Artémise, elle s'arrache vraiment carrément la plume. Fait que tous ces comportements-là, ça rentre dans le piquage. Puis il y a certains perroquets par la suite, quand il n'y a plus de plumes arrachées, qui peuvent même aller jusqu'à l'automutilage. Fait que l'automutilation. Donc ils vont s'arracher des morceaux de peau, puis ils vont se faire des blessures à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que le piquage, c'est souvent, c'est un comportement qu'on va voir strictement en captivité. En milieu sauvage, on n'observe pas de perroquets qui font du piquage, puis si oui, c'est anecdotique. C'est pas, on peut pas en parler d'une façon que que ça serait un problème. C'est pas assez récurrent pour qu'on considère que c'est un problème qu'on peut voir en milieu sauvage. Donc, ça a toujours rapport avec la captivité. Puis, justement, récemment, j'ai eu la chance de m'entretenir sur la question avec le docteur Julie Hébert et le docteur Édouard Macolini. Puis, docteur... Je vais juste... Oui, tu peux. Pourtant, pas de stress. J'étais sûr que je l'avais fait. Donc, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Julie Hébert puis docteur Édouard Macolini sur la question du piquage. Puis, c'était super intéressant. Puis, on est venu à la même conclusion parce que, dans le fond, dans la nature, qu'est-ce que ça fait un perroquet? Il faut savoir que les perroquets ont une vie extrêmement riche. À quoi ça ressemble le quotidien d'un perroquet? Donc, les perroquets, c'est des êtres animaux qui sont monogames. Ça veut dire qu'ils vont former un couple pour la vie avec le même individu, ou du moins pour une longue période, avec lequel il va élever sa famille. Il va élever ses petits à chaque année. Donc, ça, c'est toutes des activités sociales extrêmement riches. Les perroquets, par la suite, dans la nature, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont passer jusqu'à 60% de leur temps à chercher la nourriture. La quête alimentaire, c'est vraiment une grande partie du quotidien d'un perroquet. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le perroquet, en groupe, vont faire de la recherche. Ils vont essayer de trouver des arbres ou trouver, selon l'espèce. Pour des espèces comme le gris d'Afrique, souvent, ça va être plus au sol qu'ils vont essayer de creuser. Pour d'autres espèces comme les haras, ils vont chercher des noix dans des palmiers. Donc, toutes ces activités-là, ça prend du temps. Après ça, apprêter la nourriture, l'ouvrir, avoir accès à l'aliment particulier qu'ils veulent. Puis là, ça change selon les saisons de l'année. Puis après ça, la nourriture, c'est pas juste une question de manger, mais c'est social aussi. Ils vont régurgiter qu'est-ce qu'ils ont aimé à leurs amis, à leurs partenaires. Après ça... 5 à 7, là. Mais c'est drôle, vous riez, mais c'est exactement ça. Après ça, ils vont passer aussi énormément de temps à se nettoyer. Fait que c'est beaucoup de toilettage. Ils vont s'assurer que leurs plumes sont toujours propres, qu'ils n'ont pas... Après ça, ils vont se nettoyer entre amis, entre partenaires. Après ça, ils vont tisser des liens avec toutes sortes d'individus. Les perroquets, ça a des meilleurs amis, ça a des amis, ça a une famille, ça a un amoureux. Ça va vraiment entretenir des relations avec tous ces gens-là de leur groupe social. Puis les groupes sont constamment en train de changer, d'évoluer. Fait qu'il y a toujours des nouveaux individus, des nouveaux congénères qui se rajoutent. Donc leur vie, elle est très riche. Ils sont toujours en train de faire des choses. Puis tout ça, ça met en pratique leurs incroyables capacités cognitives. Donc c'est sûr que quand on prend un perroquet qui est censé avoir ce genre de vie-là et qu'on le met dans un contexte de captivité, dans un contexte où il va vivre tout seul, ou bien il va avoir juste 3-4 humains dans la famille. Puis s'il est chanceux, il va peut-être en avoir 5. Il va peut-être avoir d'autres oiseaux, peut-être. Mais c'est sûr que dans ce contexte-là, le perroquet, puis souvent leur nourriture, comme actuellement est dans une gamelle devant elle, le perroquet va passer quoi? 10, 15, 20 minutes, 30 minutes dans sa journée à manger, quand il devrait en passer des heures et des heures. Puis là, après ça, les interactions sociales, ils sont largement limitées. Puis même si on a tout le temps à offrir à notre perroquet, on n'est pas des perroquets. On n'a pas les mêmes codes sociaux. On peut pas répondre aux besoins sociaux d'un perroquet comme un autre perroquet pourrait le faire. Un perroquet, quand un perroquet se met en couple dans la nature avec un autre perroquet, ils vont se nourrir ensemble, ils vont se nettoyer ensemble, ils vont dormir ensemble, ils vont toutes faire les activités ensemble. Nous, on peut pas faire ça. Moi, même si Artémise m'avait choisi comme amoureux, je pourrais pas toujours manger avec elle, je pourrais pas dormir avec elle, puis je peux pas l'amener constamment avec moi dans tous mes déplacements. Donc ça, c'est des choses que pour elle peut pas comprendre, parce que c'est d'une certaine façon, c'est inné de se mettre en couple, c'est inné de vouloir faire ces comportements-là avec son amoureux, mais on peut pas toujours leur permettre ça. Donc c'est sûr que
tout ce manque de stimulation-là, ce manque leurs capacités cognitives ne sont pas utilisées à leur plein potentiel dans la majorité des cas, bien, c'est sûr que il doit avoir des répercussions. Ça a des répercussions. Puis ça peut s'exprimer sous forme de stress. Puis tu sais, il faut savoir que le piquage, c'est pas un comportement inné chez le perroquet. Tu peux prendre deux individus qui vont souffrir des mêmes problèmes de stress, mais qui les deux vont pas l'exprimer par le piquage nécessairement. Il faut savoir qu'un perroquet qui commence à faire du piquage va toujours le découvrir par hasard. Et le perroquet ne sait pas qu'il s'arrachait une plume, parce que souvent, il y a l'aspect que quand le perroquet s'arrache une plume, ça lui envoie de la dopamine, ça lui envoie toutes sortes d'hormones qui vont venir répondre à un certain besoin. Donc, le perroquet ne le sait pas, ça, que ça se fait. Donc, c'est par erreur, un jour, en s'arrachant une plume, que là, il découvre que, ah mon Dieu, je ressens un sentiment que je ressentais pas normalement. Puis là, le perroquet va continuer à faire du piquage, mais puis l'autre individu qui a les mêmes problèmes, s'il ne le découvre pas, ben, il ne va jamais l'exprimer de cette façon-là. Donc, le piquage, c'est hyper complexe, mais tout ce que je peux conseiller à la maison, c'est si vous avez un perroquet qui fait du piquage, et c'est super important de commencer par une visite chez un médecin vétérinaire pour être capable vraiment de voir si c'est vraiment un problème comportemental ou s'il y a d'autres causes sous-jacentes à cela. Mis à part le piquage, y a-t-il d'autres formes de répercussions? En fait, comment on peut voir, y a-t-il beaucoup de problèmes de comportement liés à la captivité? Oui, mais tu sais, une chose que j'aime mettre de l'avant, c'est le fait que normalement, les gens qui vivent avec des chiens, avec des chats, c'est pas quelque chose de normal de se faire attaquer par nos êtres animaux. Avez-vous des chiens? Avez-vous des chats? Est-ce que c'est normal que eux vous agressent? Non. Pas vraiment. Puis, tu sais, c'est très rare que j'entends ça. Puis, tu sais, quand ça arrive chez un gardien de chien ou de chat, ben, tu sais, on va y recommander de consulter. Tu sais, on va tout de suite dire qu'il y a un problème. Mais dans le monde des perroquets, puis ça, j'ai de la difficulté à me l'expliquer, mais c'est rendu comme normalisé, c'est standardisé le fait que si tu vis avec un perroquet, tu risques de te faire mordre, puis c'est possible que ton perroquet t'attaque. Puis c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, mais les gens ils disent c'est normal. Oui, puis ça, c'est relié d'une certaine façon au fait qu'on imprègne nos perroquets. On a découvert, en fait, l'élevage à la main que moi j'appelle la privation parentale, parce que je trouve que le terme privation parentale, ça représente plus qu'est-ce qu'on fait avec cette pratique-là. Mais on a découvert, là, environ une quarantaine d'années, que si on prenait les petits ou les œufs d'un perroquet, d'un couple de perroquets, bien, le couple allait remplacer les œufs. Donc, on pouvait augmenter la production des petits. Donc, un couple qui, normalement, devrait pondre 3 œufs, bien là, on est capable d'augmenter la production. Puis là, quand les petits naissent, bien, au lieu que ce soit les parents qui nourrissent, ça va être l'humain qui va nourrir le petit. Donc, c'est de là le côté de privation parentale. On va priver les petits des soins que leurs parents devraient normalement leur donner, leur répondre, leur offrir. Donc là, l'humain va nourrir le perroquet. Puis là, c'est là que rentre en action l'imprégnation. Toutes les espèces qui ont des soins parentaux. Donc, nous, l'être humain, on fait partie de ces espèces-là. On a un processus à une période sensible de notre développement, quand on est très jeune, qu'on va apprendre à quelle espèce qu'on appartient. Puis ça, c'est un outil biologique très important. Ça fait en sorte que les girafes ne se reproduisent pas avec les zèbres. Parce que on va tenter toujours de se reproduire avec les autres individus avec lesquels on est imprégné. Donc, les petits qui ont été nourris par des humains, eux, ils vont tout simplement s'identifier à l'homme comme espèce à laquelle ils appartiennent. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait en sorte que le perroquet, quand il va devenir mature, comme les haras, quand ils arrivent vers 8, 9, 10 ans, ils vont commencer à rechercher un partenaire. Puis étant donné qu'ils pensent qu'ils sont des humains, ils vont chercher à se reproduire avec des humains. Tu sais, on voit pas ça, là, des chiens puis des chats qui veulent se reproduire, qui veulent fonder une famille avec des humains. Mais on voit ça avec des perroquets. Puis l'autre affaire que ça fait, c'est que ça va enlever la zone de fuite que le perroquet va avoir avec l'humain.
En fait, dans la nature, là, on ne voit pas des perroquets. Si, mettons, il y a un jaguar qui est en train de boire ou un plan d'eau, le perroquet va tout simplement entendre que le jaguar s'en va. Il va peut-être tenter d'y tendre des pièges en faisant des sons, je ne le sais pas, mais le perroquet n'ira pas confronter le jaguar. Fait que normalement, un perroquet qui serait élevé par ses parents, ça serait la même chose. Un perroquet qui sait qu'il est un humain, ben, il va pas tenter d'aller confronter une espèce qui n'est pas la sienne. Puis ça, c'est la même chose pour nous, là. Imaginez, là, moi, l'exemple que j'aime donner, c'est imaginez que vous avez un beau potager derrière chez vous. Puis là, vous faites pousser des légumes. Puis là, vous voyez un orignal qui vient saccager votre potager. Vous allez peut-être essayer de l'effrayer, mais je pense pas que vous allez aller confronter l'orignal. Je vous le déconseille. Non, moi aussi. Mais vous savez que l'orignal, c'est pas votre espèce. Vous n'avez pas les mêmes codes de communication, puis il n'est pas censé vous comprendre. Puis il peut vous blesser. Tandis que si c'est votre voisin ou votre voisine, que ça fait déjà 3 fois que vous l'avertissez d'arrêter de venir voler vos tomates, puis qu'elle continue à venir voler vos tomates, là, ça se peut que vous sortiez, si vous la pognez sur le fait, puis que vous alliez comme la confronter. Mais c'est la même chose. Les perroquets qui pensent qu'ils sont des humains, quand ils ont une situation conflictuelle avec nous, ben au lieu, ils vont avoir tendance à vouloir nous confronter. Puis là, le problème, c'est que eux, ils savent pas qu'on les comprenne pas. Puis normalement, là, moi, là, si je suis au Québec ou en Chine, si je souris, je m'attends que la personne devant moi comprenne que je suis heureux. Il y a des codes comme ça qui sont propres à toute notre espèce. Fait que les perroquets s'attendent d'avoir ce même genre de code avec nous, puis on serait censé les comprendre. Donc, le perroquet, par exemple, il est sur un perchoir, puis là, tu t'approches du perroquet, puis le perroquet, il n'a pas envie que tu t'approches d'elle. Fait que, il va communiquer par les moyens qu'un perroquet devrait comprendre qu'il n'a pas envie que tu t'approches. Mais étant donné que tu ne le comprends pas, mais lui, il pense que tu devrais le comprendre. T'es son espèce. Il va pas, il va juste trouver d'une certaine façon que t'es comme un peu comme niaiseuse de pas comprendre ce qu'il dit. Puis là, impoli, ouais. Il va dire comme, écoute, ça fait déjà 4 fois que je t'avertis. Si tu continues à approcher, je vais t'attaquer. Puis là, malheureusement, les perroquets, normalement, ce sont des êtres animaux pacifiques. Dans la nature, là, les perroquets, ils vont pas s'attaquer. Ils vont souvent tenter ils vont faire de l'intimidation, ils vont donner des petits coups de bec, mais ça va jamais aller au-delà de ça, ou sinon très rarement. Mais en captivité, on apprend à nos perroquets, malheureusement, lorsqu'ils sont très jeunes, que pour nous, en fait, on leur apprend à mordre. Premièrement, les perroquets devraient apprendre à contrôler la force de leur bec quand ils sont aux soins de leurs parents. Les parents, quand ils nourrissent les petits, puis que le petit utilise son bec trop fort, ben le parent va juste comme passer au prochain, puis il va enseigner au petit à contrôler la force de son bec. Mais quand l'humain nourrit le perroquet, il le nourrit avec une seringue, avec une cuillère. L'humain ne peut pas savoir si le perroquet utilise son bec de façon avec trop de force. Donc, malheureusement, le perroquet passe à côté d'un apprentissage qu'il devrait faire quand il est très jeune, l'apprentissage de contrôler son bec. Donc là, on tombe avec des perroquets qui ne le savent pas, qui peuvent faire mal avec leur bec. Puis là, imagine encore que le perroquet, il est sur le perchoir, puis là, il vient d'arriver à la maison, vous venez de l'adopter, puis là, vous voulez qu'il monte sur votre doigt. Mais lui, il n'a pas envie nécessairement. Là, il vient déjà de vivre assez de changements, il veut prendre son temps, il veut prendre la soirée pour comme remettre ses idées en place. Puis là, il va vous présenter votre doigt, il va se tourner, il va regarder ailleurs, il va commencer à se nettoyer les plumes. Ça, c'est tous des moyens qu'un perroquet utilise pour nous avertir qu'il n'a pas envie d'aller plus loin dans l'interaction que vous lui proposez. Là, vous n'étant pas des perroquets, vous avez de la difficulté à comprendre qu'est-ce que... Là, OK, monte sur mon doigt. Vous insistez un petit peu. Puis là, éventuellement, le perroquet, quand il va avoir utilisé tous ses moyens pacifiques de vous dire qu'il n'avait pas envie de monter sur votre doigt, ça se peut qu'il commence à avoir peur. Parce que là, le doigt insistant. Puis là, malheureusement, surtout quand la peur rentre en action, le perroquet va finir par avoir recours à son dernier moyen qu'il aurait utilisé, qui serait l'attaque, qui serait la morsure. Fait que là, vous qui insistez avec votre doigt, votre perroquet va vous mordre. Ça, on le comprend. Mais qu'est-ce que t'arrive? Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu l'enlèves ton doigt. Puis qu'est-ce qui vient de se passer? Le perroquet vient de comprendre, il vient de faire l'apprentissage. Il suffit que ça arrive 2 fois. Le perroquet fait l'apprentissage que pour communiquer avec nous, c'est en mordant qu'on le fait. Puis là, le perroquet étant assez comme intelligent, il va avoir tendance à généraliser la morsure à plein d'autres façons. Vous allez y offrir une noix qu'il n'a pas envie, il va vous mordre.
Fait qu'il va généraliser la morsure, puis il va communiquer avec la morsure de plein de façons. Mais ça, c'est l'humain qui apprend ça au perroquet. Puis malheureusement, étant donné que j'aurais envie de dire que la grande majorité des perroquets en captivité sont élevés à la main. Ils ont connu la privation parentale. Donc, on a la majorité des perroquets vont avoir tendance à mordre. Puis c'est tellement rendu fréquent, c'est tellement rendu chose normale que maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde qui ont des perroquets, c'est normal de potentiellement se faire mordre par son oiseau. Puis, tu sais, moi, je dois vous dire que mes oiseaux me mordent pas, là. J'ai une relation avec mes oiseaux. J'ai la chance d'être capable de comprendre leur langage corporel quand même assez bien. Donc, je vais jamais plus loin que qu'est-ce qu'ils ont envie. Je vais jamais les forcer à faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Donc rapidement, les perroquets comprennent qu'avec moi, la morsure est pas nécessaire. Puis, étant donné que je vais répondre positivement à qu'est-ce qu'ils vont me dire avant d'en arriver à la morsure, mais la morsure va devenir un comportement de moins en moins utilisé puis qui va être appelé à potentiellement disparaître. Mais il peut revenir. Si quelqu'un d'autre qui n'est pas moi arrive chez moi puis essaie de prendre Artémise puis qui ne respecte pas son langage, bien, elle va revenir à la morsure assez rapidement. Mais ça peut se déconstruire. Selon l'individu, selon la socialisation, selon les techniques utilisées, il y a toujours moyen d'apprendre un perroquet à mieux communiquer, effectivement. Est-ce que c'est... Tu t'en vas où, toi? Tu veux une... On va prendre une marche. Tu me trouves plate, hein? Elle est comme tannée là, de m'entendre me répéter. Oui, c'est ça. C'est-tu accepter, justement, la morsure par les familles ou c'est une source d'abandon? Les deux. Souvent, ça dépend. Les gens, souvent avec des petits perroquets qui vont faire peut-être un peu moins mal, on va peut-être comme plus l'accepter, puis on va peut-être des fois avoir tendance à plus confronter l'oiseau parce qu'une petite morsure, ça fait moins mal. Mais c'est sûr que quand c'est un grand perroquet comme Artémise, qui aurait potentiellement la capacité de nous couper un doigt avec la force de son bec, mais c'est sûr que là, un oiseau qui commence à mordre des gens puis attaquer, c'est moins drôle. Moi, sincèrement, un haras que je connais pas, je ne vais jamais tenter de prendre un haras que je connais pas parce que j'ai encore mes 10 doigts, puis c'est quelque chose auquel je tiens. Ouais, mais c'est ça, je suis assez chanceux parce qu'actuellement, tous les perroquets avec lesquels je vis sont tous super gentils, puis ils ont tous appris à ne pas utiliser la morsure. C'est quoi les sources d'abandon, justement? Je sais qu'il y en a... Pour qu'elle ait fait 16 familles, c'est parce que ça doit pas juste être des familles qui arrivent au bout de leurs ressources. C'est sûr que je crois qu'il y a beaucoup d'abandons qui proviennent du fait que les gens ne sont pas bien préparés. Donc, vous adoptez un perroquet, vous ne savez pas que ça a un potentiel, que ça peut crier très fort. Vous vivez en appartement. Ça se peut que là, ça devienne source de problème. Quand vous adoptez un perroquet puis que vous ne savez pas qu'il peut vouloir se mettre en couple avec quelqu'un de la maison, puis que là, c'est toi qui adoptes le perroquet, mais que finalement, l'oiseau est éperdument amoureux de ton conjoint, par exemple, puis que ton conjoint, lui, veut rien savoir, puis que là, ça devient problématique parce que l'oiseau veut toujours être avec lui, veut toujours le régurgiter, il commence à t'attaquer parce que là, lui, l'oiseau veut devenir exclusif avec ton... Donc ça, c'est toutes des potentielles causes d'abandon. Sinon, il y a les dommages matériels. Un perroquet normalement constitué, ça va vouloir explorer, ça va vouloir toucher à tout, ça va vouloir tout détruire. Si vous laissez traîner un livre... Salut, ma grosse! Tu viens ici? Si vous laissez traîner un livre sur la table et que l'oiseau y a accès, il va détruire le livre. Si vous avez un beau canapé en cuir, il n'y a rien qui résiste aux oiseaux. Votre set de table centenaire que vous avez hérité de votre tante, il va y passer aussi. Les murs, là, s'ils ne sont pas protégés, ils vont faire des trous dans les murs. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Puis tu sais, tantôt, tous les problèmes de socialisation qui sont dus au fait que les perroquets ne sont pas élevés par leurs parents, ça se peut qu'ils vous aiment beaucoup, mais que là, les enfants, ça marche pas, puis que là, l'oiseau commence à pourchasser vos enfants. Donc ça, c'est toutes des causes qui peuvent, qui viennent du fait que des fois, les gens ne sont pas assez bien préparés. Mais c'est sûr que des fois, il y a des changements dans la vie aussi qui vont faire en sorte que
les gens, des fois, il y a des personne n'est à l'abri d'une maladie. Personne n'est à l'abri de devoir peut-être déménager puis d'être dans l'incapacité totale de trouver un nouvel endroit où qu'on peut vivre avec nos êtres animaux, même s'il existe parfois des moyens. Puis d'ailleurs, je veux faire une parenthèse. Le DAC a sorti un guide juridique pour aider les gens qui vivent en logement avec des êtres animaux, pour être capable de convaincre leurs propriétaires puis de leur proposer des clauses pour faciliter la vie avec les êtres animaux en logement. Donc, pour ceux qui nous écoutent puis qui ont envie, je le mets de l'avant parce que c'est vraiment un très bel outil. Donc, ça, c'est toutes des causes qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte que... Puis, comme la dame qui vivait avec Artémise avant, ben elle, c'était des questions aussi de santé qui l'ont convaincu que c'était le moment de me la céder. Des fois, il y a certains perroquets comme des grilles d'Afrique puis des cacatoès qui vont faire de la poudre. Des gens asthmatiques, ils peuvent être très sensibles à ça. Fait que, si vous vous renseignez pas avant d'adopter un perroquet, ben vous pouvez peut-être... Puis des fois, il y a des allergies qui apparaissent au cours de la vie, là. Je pourrais devenir... Puis là, je vais toucher du bois, mais je pourrais commencer à devenir allergique à mes 2 rosalbins, puis donc, tout ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à la place. Parce que, un perroquet, c'est pas un animal domestique. C'est un animal de la faune, c'est un être animal de la faune, c'est un être animal sauvage qui n'a pas été domestiqué, qui a exactement les mêmes besoins que ses cousins qui vivent dans les forêts tropicales. Donc, est-ce qu'on est vraiment capable en captivité, avec les limitations de notre maison, de notre vie sociale à nous, est-ce qu'on est vraiment capable de combler les besoins d'un être comme un perroquet? Puis, c'est vraiment pas un jugement, là. Parce que, moi-même, comme que je vous l'ai dit tantôt, quand j'ai adopté mon premier perroquet, c'était purement égoïste. J'avais pas considéré tout ce que ça impliquait. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je me sens pas obligé, mais genre, je me fais une mission d'éduquer les gens pour pas que ça se reproduise. Parce que, comme que je vous ai dit, un perroquet, en moyenne, peut faire entre 7 et 11 familles. C'est énorme. Puis le perroquet vit un deuil à chaque fois. Parce que le perroquet tombe potentiellement amoureux de quelqu'un dans la famille, il tisse des liens avec lui, puis oups, nouvelle famille, nouveau début. Puis on peut pas prendre la peine de lui expliquer. C'est des concepts humains qui sont potentiellement difficiles à comprendre pour un être animal, pour un perroquet. Je trouve ça tellement triste. Puis c'est ça. Puis je vois des choses, je vois des perroquets qui sont mis en vente sur les sites de petites annonces qui sont dans des piètres états, qui ont subi de la négligence. Des fois, les gens adoptent un perroquet sans penser que ça peut coûter aussi cher, que ça peut revenir très cher, les soins. Il faut aller voir des médecins vétérinaires spécialisés en soins aviaires. Si c'est une urgence, tout ça s'accumule, puis la facture peut facilement monter à plusieurs milliers de dollars. Puis là, des gens qui sont pas prêts à ça, comme ils vont des fois être obligés, de replacer le perroquet en demandant à la prochaine famille d'offrir les soins que l'oiseau a besoin. Donc, en réfléchissant à tout ça, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir, à savoir, est-ce que la captivité, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour les perroquets? Puis, je parle à beaucoup d'intervenants dans le milieu des perroquets, dans le milieu des êtres animaux, puis je pense que c'est une idée qui commence à faire son chemin, que c'est des réflexions qu'il faut avoir, du moins. Je prétends pas dire que oui ou non, puis je pense pas que c'est mon rôle de décider ça, mais je pense que ça serait important qu'en tant que société, on commence à réfléchir à la place des êtres animaux exotiques dans nos maisons. Parce que, on peut là, on parle des perroquets, mais on peut parler des cochons, on peut parler des reptiles, on peut parler des serpents, des tortues. Puis, là, je vois sur les réseaux sociaux de plus en plus des animaux que je savais même pas c'était quoi le nom de ces espèces-là, des êtres animaux que je connaissais pas leur nom, qui commencent à être mis, qui sont proposés comme être animal de compagnie. Non, ouais. Fait que, là, on va commencer à avoir des choses qu'on... C'est ça. Fait que, déjà que répondre aux besoins d'un chien, répondre aux besoins d'un chat, ça peut être complexe.
imaginez maintenant répondre aux besoins de petits mammifères qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont nocturnes, puis qui nourrissent avec des choses vraiment spécifiques. C'est ça, puis de bien répondre aux besoins. Je veux dire, c'est pas parce que toi, tu le veux que lui veut nécessairement. Tu sais, mettons, je pense juste aux hamsters que je sais qui sont nocturnes. Ben, ceux qui ont des enfants, ils vont quand même les réveiller en plein milieu de la journée, puis souvent, ça se passe mal, là. Mais c'est ça, c'est que malheureusement, dans certaines situations, les gens vont adopter l'être animal pour répondre à leurs besoins, puis c'est l'être animal qui doit s'adapter, tandis que ça devrait être l'inverse. Moi, si je décide d'adopter un perroquet, puis je veux dire, je dois faire en sorte de m'adapter pour qu'il soit capable, par exemple, de pouvoir voler. Je veux dire, c'est pas à l'oiseau à devoir perdre à devoir perdre un impératif biologique qui est de voler parce que moi, je veux pas sécuriser ma maison. Ça peut être limitant de devoir mettre un rideau devant sa porte d'entrée de maison, puis c'est peut-être pas très esthétique, mais je veux dire... C'est de penser à l'animal avant soi. Ah ouais, puis c'est ça, je veux dire... Moi, je vois des gens, là, j'ai des gens dans mon équipe, dans l'équipe de l'initiative Perroquet Épanoui, que leur maison appartient aux perroquets. Moi, j'ai la chance actuellement, je vis seulement avec 3 de mes oiseaux, mais c'est pas des oiseaux qui volent énormément parce qu'ils sont vieux, ils n'ont pas nécessairement appris à voler. Fait que, mais chez d'autres de mes amis, là, c'est une forêt tropicale, la maison, il y a des branches partout, ils ont sacrifié leur... Puis c'est beau à voir, là, des gens qui sacrifient leur espace vital pour que leurs êtres animaux, leurs perroquets, soient bien, soient capables de se déplacer. C'est énormément de travail, là. Et comment tu sécurises la maison pour justement le vol, que les animaux, les oiseaux puissent voler? Moi, j'aime beaucoup mettre des rideaux devant mes fenêtres. Fait que ça facilite beaucoup la chose. Là. Fait que j'ai des rideaux plus opaques, puis toujours un rideau un peu comme blanc transparent, là. Moi, j'aime pas ça qu'on puisse voir à l'intérieur. Donc ça sécurise les fenêtres. Pour les miroirs... c'est pour éviter qu'ils foncent dedans? Ouais. OK. Ouais. Pour les miroirs, moi, dans le fond, quand j'adopte un nouveau perroquet, je vais y apprendre sont où les miroirs, sont où les fenêtres. Fait que les perroquets sont capables de faire cet apprentissage-là. Tu leur montres, tu leur dis, regarde, ça, c'est un miroir. Tu touches avec ton doigt, tu l'encourages à venir frapper avec son bec pour qu'il soit capable de considérer, de comprendre que c'est pas un passage vers une autre pièce. Ah, mon Dieu, oui. Si vous n'avez pas envie de faire ça puis que vous avez besoin que ça se fasse plus rapidement, ben, vous pouvez coller des collants de papillons ou d'autres choses dans vos miroirs. J'ai vu, semblerait-il, qu'ils se vendent des espèces de crayons que vous pouvez dessiner dans vos vitres puis que les oiseaux vont voir, eux, avec leur vision. Fait que ça peut il faut s'assurer que ça fonctionne pour vrai. Sinon, c'est sûr que si vous avez un portique, vous êtes très chanceux parce que ça fait en sorte que le portique va servir d'entre-deux. Comme ça, il va toujours avoir au moins une des 2 portes qui est fermée. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un portique, vous pouvez installer une pôle à rideau ou bien comme une pôle à rideau de douche qui fait une espèce de petit espace sécuritaire. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Puis vous pouvez installer une affiche au milieu de votre porte qui dit attention, il y a un oiseau en liberté, comme ça vos enfants, la famille, n'importe qui, quand ils vont sortir de la maison ou qu'ils vont rentrer, c'est un rappel, c'est vrai, il faut que je fasse attention. Puis je pense que c'est des bonnes façons de faire. Mais il n'y a pas juste ça, il faut aussi sécuriser votre maison par rapport aux installations électriques. Comme moi, je pense à mes 2 Roselmain cacatoès qui sont pas si pires, mais qui aiment ça. Quand ils trouvent quelque chose qu'ils veulent détruire, ils vont le détruire. Fait que, s'il y a un fil électrique à leur portée, ça se peut que durant 3 ans, ils y touchent pas, puis qu'un jour, ils se disent « Ah, aujourd'hui, je m'attaque à ça. » Puis là, ça peut arrêter, ça peut occasionner des accidents, là, des problématiques avec votre oiseau. Donc, il faut faire attention à ça. Puis il y a aussi les plantes toxiques. On a malheureusement beaucoup de plantes à la maison qui ont un grand potentiel de danger pour vos perroquets puis pour d'autres êtres animaux aussi avec lesquels on vit. Mais pour les perroquets, il faut faire très attention parce que quand vos perroquets volent, moi je pense par exemple à mes connus en Indé que eux autres, quand ils sont en liberté, ils vont se déplacer partout, ils explorent, ils voient une plante, ils vont la déchiqueter. Puis là, ça se peut qu'ils vont juste la déchiqueter, mais s'ils absorbent, ils mangent, puis s'ils sont en contact avec la sève, ça peut les empoisonner. Fait qu'il faut faire attention à ça. Si vous vivez avec d'autres êtres animaux comme des chiens, des chats, des furets, il ne faut pas oublier que ce sont des prédateurs dans la nature.
Puis même si votre chien, vous l'avez bien socialisé, puis ça se peut qu'il va juste avoir envie de jouer avec votre perroquet. Puis un perroquet, malheureusement, un coup, c'est si vite cassé pour un oiseau. Puis aussi les chats, les chiens, dans leur salive, ils ont des bactéries qui sont malheureusement... qui peuvent être toxiques pour les perroquets. Donc, une simple graphine que nous, on ne va pas voir à cause des plumes, mais une graphine qui va perforer la peau, bien, c'est assez pour pouvoir potentiellement tuer votre perroquet. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu tiens vraiment à dire aux gens qui nous écoutent? J'avoue que j'ai pas mal dit beaucoup de choses que j'avais beaucoup envie de dire. Mais je pense qu'une chose que je pourrais dire aux gens, c'est que ceux qui ont envie de côtoyer des perroquets, puis ceux qui auraient potentiellement envie d'adopter des perroquets, avant de vous lancer dans l'aventure, ayez pas peur de demander à des gens qui vivent avec des perroquets de pouvoir peut-être venir voir à la maison comment ça se passe, de pouvoir peut-être côtoyer un peu leurs oiseaux, aller voir des fois dans certains refuges, d'offrir peut-être des heures de bénévolat pour être capable de côtoyer des perroquets, pour voir c'est quoi réellement la vie avec un oiseau, parce que je comprends les gens de trouver ça fascinant, de trouver ça magnifique, d'être impressionné par leur capacité à parler, d'être impressionné par tout ça. Mais des fois, juste de voir l'oiseau, de voir à quel point que ça peut faire du dégât, à quel point que ça peut être envahissant, ben peut-être que vous allez réaliser que vous allez préférer avoir un ami qu'un perroquet qu'en avoir un vous-même. Puis, une autre chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est il faut prendre en considération que les perroquets sont aussi... chaque perroquet est aussi unique qu'il y a d'individus. Si vous adoptez un perroquet, il faut faire attention aux généralités. Parce que, moi, par exemple, je vais parler de mes 4 Conure Nende qui sont la même espèce, qui sont 4 mâles. Puis il y en a 3 qui proviennent qui ont les mêmes parents. Mais ils sont complètement différents un de l'autre. Premièrement, de par la socialisation qu'ils ont reçue, mais aussi de par leur personnalité. J'en ai qui sont plus fronceurs, plus curieux. Il y en a qui sont plus craintifs. Il y en a qui sont plus grognons. J'en ai un qui... C'est ça. Au sein de la même espèce, il y a des... Un peu comme nous. Là, on est 3 êtres humains à la table, puis vous êtes 2 sœurs. Je suis persuadé qu'on est complètement différents, même si on a plein de choses qu'on pourrait avoir en commun. Donc, pour les perroquets, c'est la même chose. Fait qu'il faut vraiment concevoir l'individu puis non l'espèce. Par exemple, si vous voulez absolument... si vous adoptez un perroquet avec l'idée que vous voulez absolument un perroquet qui va parler, je trouve pas nécessairement que c'est nécessairement une bonne idée, mais vous allez probablement être comme envoyé... On va probablement vous parler des gris d'Afrique, qui ont une très grande capacité à reproduire des sons, mais vous allez peut-être tomber sur un individu qui va jamais parler. Fait que, encore une fois, vous allez avoir des attentes qui ne seront pas réalisées. Puis, c'est un être vivant qui a besoin de se réaliser, qui a ses propres envies, sa propre vision des choses. Puis, avant d'adopter un perroquet, puis tout autre être animal, il faut considérer ça. Il faut considérer qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Moi, je suis chanceux. Artémise, elle ne m'a pas choisi comme amoureux, mais elle m'a choisi comme ami. Elle aurait pu comme rien vouloir savoir de moi. Puis, il aurait peut-être fallu que je travaille plus fort pour comme réussir à créer un lien de confiance avec elle. Mais c'est ça. Je veux dire, il faut y aller au rythme de l'individu. Puis il y a des individus qui vont réussir à régler à faire des apprentissages super rapidement. Puis il y en a d'autres que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je peux vous donner un exemple. 2 de mes haras qui vivent avec Jessica, en tout cas, Sierra qui est la mienne, puis Kayambe qui est la sienne, c'est 2 sœurs qui sont relativement jeunes. Ils sont pas encore matures sexuels. Puis leur apprendre à tourner, c'est un petit truc super simple. Là. Ça leur a pris même pas 20 minutes. Puis les 2, Sierra et Kayambe, ont acquis ça super rapidement. Puis moi, de réussir à faire tourner Artémis, ça a été super long. Ça a pris quasiment 2 mois avant qu'elle le fasse. Mais là, à cette heure,
cette heure, elle sait le faire. Puis des fois, quand je vais manger quelque chose qu'elle a vraiment envie de le faire, là, elle va tourner tout seul en disant comme « Regarde, je sais tourner, donne-moi un morceau de ce que tu manges. » Donc, puis elle est plus vieille, ça peut peut-être rentrer en compte, mais il y a des individus qui ont plus envie d'apprendre. Il y a des humains qui aiment aller à l'école, d'autres qui n'aiment pas aller à l'école. Donc, c'est important, ça, à considérer. Vas-y. Ah ben, je voulais juste dire comme commentaire, j'aime vraiment ça, l'idée de justement aller passer quelques heures avant d'adopter. Ouais. Oui, c'est ça, parce que oui, en effet, les réseaux sociaux, on voit les petits vidéos cute des oiseaux qui parlent, puis comme moi, tu nous demandais si on en voulait un. Je trouve ça vraiment beau, j'aimerais ça, mais justement, après parler avec les experts, je suis comme, est-ce que j'ai ce temps-là à mettre pour l'animal? Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Dans notre guide de réflexion sur l'adoption d'un perroquet, on a créé un outil assez intéressant que je pense que ça peut aiguiller certaines personnes. À la fin du guide, on a créé un test éclair. Le test éclair, c'est quoi? C'est vraiment un petit test non scientifique, mais qui vous permet quand même d'avoir une idée, à savoir si votre mode de vie correspond et finalement propice à la vie avec un perroquet. Merci. Le gars des vues. Fait que, c'est des questions simples comme par exemple, est-ce que vous aimez faire du ménage? Puis je pense que personne n'aime faire du ménage, mais quand on vit avec un perroquet, comme là tantôt après, il va falloir passer la balayeuse. Fait que là, vous remplissez le questionnaire, puis après ça, vous allez additionner le nombre de oui que vous avez. Puis là, le nombre de oui va vous donner une couleur dans le baromètre qui va vous donner un aperçu à dire comme ouais, t'as tout ce qu'il faut, pensez-y bien. C'est une bonne idée. Fait que je pense que ça peut donner une idée. Puis moi, j'ai eu 6 sur 11. Fait que les gens, des fois, pourraient penser que moi, j'aurais eu genre 15 sur 11, là, mais non, j'ai eu 6 sur 11. Puis ça n'empêche pas non plus que, je fais les efforts qu'il faut, puis... Mais ça te donne une bonne idée de tu te situes où, puis... Mais c'est vraiment de penser au bien-être de l'animal, puis à qu'est-ce qui est bon pour lui, et pas penser de façon égoïste après notre épisode. Mais tu vois, quand j'ai suivi le cours avec Joanne Vaillancourt, là, j'ai commencé à faire un peu... j'avais mon diplôme d'intervenant en comportement aviaire, j'essayais comme d'aider les gens, je faisais des consultations avec... je donnais beaucoup de temps, puis j'essayais vraiment de faire mon gros, puis j'ai trouvé ça assez dur, puis j'ai eu comme une période ensuite vers 2022 où j'ai dû vraiment comme prendre une pause, autant comme parce que émotionnellement je trouvais ça super difficile de côtoyer, parce que des fois je voyais ça comme des échecs. Les gens m'écrivaient en me demandant de l'aide, puis finalement je me rendais compte que les gens avaient finalement abandonné, puis que leur perroquet avait été replacé. Fait que là, moi, je voyais ça comme des échecs, puis je trouvais ça très difficile. Puis après ça, quand je regardais sur les groupes sociaux, sur les réseaux sociaux, quand je regardais sur les petites annonces, je voyais toujours encore plus de perroquets qui étaient mis en adoption, des perroquets qui étaient dans des situations atroces. J'ai une amie qui est vraiment incroyable, qui elle, est vraiment comme à guette tout ça. Puis quand elle voit un perroquet qui a besoin d'aide, elle va organiser des GoFundMe, elle va mobiliser la communauté aviaire. C'est Catherine. Elle va mobiliser la communauté aviaire pour récolter les fonds, pour pouvoir aller comme prendre le perroquet, le sortir de l'endroit où il est, l'amener au vétérinaire. Puis souvent, c'est des factures qui vont monter super grand, qui vont monter super vite. Puis elle va prendre en charge tout ça. Elle va trouver une personne pour adopter l'oiseau après. Fait que une chance qu'il y a des gens comme elle qui sont inspirants puis qui font vraiment comme... qui font. Puis moi, j'ai pas l'énergie actuellement pour faire qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, je suis tellement heureux de voir tout ce qu'elle fait. Puis quand je peux contribuer au GoFundMe, je le fais. Mais moi... je mets mon énergie dans d'autres, puis mes compétences dans d'autres. Mais c'est super... Qu'on a besoin aussi. Oui, mais c'est tellement dur, mais ça. Là, aujourd'hui, j'essaie de me concentrer sur justement les gens comme elle qui essayent de... Puis avec Perroquet épanoui, avec l'initiative Perroquet épanoui, avec le DAC, avec la campagne, j'ai eu la chance de rencontrer tellement des gens incroyables qui me donnent vraiment espoir pour le futur. Parce qu'il y a eu un moment donné où je m'étais dit... ça va jamais changer, puis ça va toujours continuer, puis je me sentais coupable. Mais
je vous ai rencontré de cette façon-là. J'ai rencontré des gens de toutes sortes d'SPCA. J'ai rencontré des gens incroyables qui ont des projets, qui veulent changer les choses. J'ai rencontré... j'ai vraiment été chanceux. Là. Dans le cadre de la campagne, on a fait des témoignages avec plein de familles qui sont des modèles, des gens qui ont adopté des perroquets, puis ça allait super pas bien. Puis au lieu de se décourager, ils ont continué, puis ils ont réussi à régler la situation. On a rencontré une dame qui était âgée de 78 ans, puis que là, elle allait perdre son chat, puis elle voulait pas être seule. Donc là, sur les réseaux sociaux, elle a trouvé un perroquet, un petit youyou du Sénégal de 18 ans, dans un refuge qui était tout déplumé, qui cherchait une famille. Puis elle a eu un coup de foudre avec cet oiseau-là. Puis elle disait, pourtant, c'est pas le plus beau, là, il est tout déplumé, mais moi... Puis là, elle vit avec depuis plusieurs années, puis les deux vivent leur meilleure vie. Les deux sont heureux ensemble. Puis, c'est ça. Ça me montre que il y a encore possiblement la chance de... Qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle pour aider justement à leur bien-être là, en général? Je crois que premièrement, juste de parler du bien-être des perroquets, de parler du bien-être des êtres animaux en général, ça fait avancer la cause. Parce que là, moi, je me concentre sur les perroquets, mais je me rends compte que j'ai des impacts peut-être dans les sphères de d'autres êtres animaux que j'aurais pas pensé. Fait que, même si vous êtes plus dans le monde des cochons, dans le monde des lapins, continuez à faire de la sensibilisation, continuez à parler des vrais problèmes. Puis, je pense qu'il faut créer des réseaux de soutien dans ces gens-là, parce que ces gens-là, souvent, font un travail bénévole. Tout ce que nous, on fait depuis le début, les vidéos, les balados, les affiches, c'est tout bénévole. Là. C'est des centaines et des centaines d'heures qu'on donne. Puis ça peut, malgré ces heures de bénévolat, on doit travailler pour gagner notre vie. Puis, ça vient épuisant rapidement. Mais quand on voit d'autres gens qui font des aussi bons travail, je peux parler d'une dame qui s'appelle Natacha en France qui a écrit un petit guide pour comment s'occuper des cochons. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'il n'y avait rien, puis que des gens, encore une fois, adoptaient des cochons sans considérer tous les besoins que ça impliquait. Puis j'ai acheté je me suis procuré son livret, je l'ai lu, puis j'étais comme... Je le savais que je ne voulais pas de cochon, mais là, je le sais encore plus. Fait que, de tout voir ça, moi, ça me met vraiment un baume sur le cœur, là. Puis, le travail que vous faites, les filles, d'organiser un balado comme ça, où ce que vous donnez la parole à des gens de différents milieux qui vont justement mettre de l'avant la réalité de leur profession, la réalité de leur milieu, ben, c'est incroyable, là. Je pense que on doit toujours comme prendre la possibilité de s'éduquer puis de se sensibiliser. Puis c'est avec des initiatives comme, par exemple, Discours Animal qu'on réussit à atteindre des gens qui, normalement, n'auraient pas tendance à parler de perroquets. Puis moi, souvent, c'est des gens qui n'ont pas de perroquets, que quand je leur explique tout ce qui se passe dans le milieu des perroquets, par exemple, la privation parentale, qu'on empêche des petits qui ont besoin de leurs parents, là. C'est un besoin génétique, là. Leur cerveau produit une hormone qui fait en sorte que le petit a besoin de s'attacher à ses parents. Mais juste à penser, je veux dire, au bébé humain, on n'oserait pas enlever un bébé humain à une mère, là? C'est ça que moi, je voudrais pas comparer un bébé humain avec avec un être animal, mais oui, il y a des similitudes. Il y a des similitudes à ce niveau-là. Puis, il faut justement... Je pense que d'une certaine façon, en société, plus que ça avance, plus qu'on se rend compte que les similitudes entre les êtres humains et les êtres animaux, il y en a de plus en plus. Puis, à une certaine époque, on voulait vraiment comme distinguer l'être animal des êtres animaux, l'être humain des êtres animaux. Puis ça nous a permis, étant donné qu'on considérait les êtres animaux comme inférieurs à nous, ben, on a pu les exploiter, on a pu faire toutes sortes de choses qui sont, sur un point de vue éthique, très discutables. Mais je pense que tranquillement, pas vite, c'est en train de changer. On se rend compte, comme si on parle de la culture. Là, pas si longtemps, la culture, c'était quelque chose de strictement réservé à nous. On reconnaissait pas que la culture existait chez les êtres animaux. Puis aujourd'hui, si vous parlez à des éthologues, la culture, c'est quelque chose d'accepter là, d'un point de vue scientifique chez les êtres animaux. Puis même chez les perroquets, il y a des exemples de culture. Donc, on se rend compte qu'on a de plus en plus, qu'on a des points en commun
plus qu'on pourrait le penser avec les êtres animaux. Puis, moi, je trouve ça juste magnifique parce que ça nous reconnecte avec la nature, ça nous reconnecte avec nos origines. Puis ça fait tellement du bien. Moi, quand je suis dans la nature, quand quand je vois un chevreuil sur le bord de la route, oh, j'ai vu un Bambi. Ça fait du bien. Puis il faut arrêter de les voir comme des possessions. Puis je pense que vous avez fait un post Facebook cette semaine pour sensibiliser les gens à ce niveau-là. Puis j'étais super d'accord avec ça. Là, il faut arrêter de voir les êtres animaux comme des possessions. Il faut les voir comme des êtres sentients qui ont des désirs. Là, moi, Artémise, elle avait peut-être pas envie de venir ici. Là. Fait que j'ai demandé, est-ce que tu veux venir? On va faire de la voiture. Elle a monté sur moi. Fait que j'ose espérer qu'elle est contente d'être là. Puis, c'est ça. Il faut d'une certaine façon changer notre vision. Puis c'est pas juste pour les perroquets, c'est pour tous les êtres animaux. Tranquillement, on va y aller. Ouais. Exact. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Oui. Merci énormément. Merci à vous, les filles. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Joël. Oui, toi, Rosalie, aussi. c'est la deuxième fois qu'on se voit en personne, mais c'est vraiment un grand plaisir. Puis lâchez pas pour votre travail. Merci, puis toi aussi. Merci. J'ai une dernière petite chose, on peut-tu trouver ça sur Internet? Ben oui. Ben en fait, là, je suis très fier parce que le guide de réflexion, ça va être un peu notre legs pour la campagne Un perroquet pour la vie, mettons fin aux abandons. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la création du guide, qu'est-ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment d'offrir un outil pour les médecins vétérinaires, pour les gens en refuge, pour les animaleries, pour qu'ils soient capables de mieux outiller les gens qui veulent adopter un perroquet. Donc le guide de réflexion est disponible sous forme de dépliant. Puis on travaille très fort actuellement à distribuer ces dépliants-là dans plusieurs cliniques vétérinaires, dans plusieurs SPA puis SPCA du Québec. Puis il est aussi accessible en ligne. Dans le fond, vous avez seulement à aller sur le site du DAC avec un Q.Québec. Puis vous allez dans la section Initiative Perroquet épanoui, puis vous allez pouvoir le trouver, ou bien vous faites une recherche sur les moteurs de recherche, le guide de réflexion sur l'adoption d'un perroquet. Puis on est assez contents, on est les premiers à en avoir créé un. Puis il a été, ou si je peux terminer en disant ça, il a été approuvé par justement Dr Julie Hébert et Dr Édouard Macolini, qui sont des sommités dans le domaine de la médecine aviaire au Québec. Merci. Merci beaucoup. Merci.